je dirais que cette pause n'a que trop duré. Et vous allez croire que je suis un fonctionnaire. Voilà, donc je vous demande, pour ceux et celles qui sont encore debout, de rejoindre vos places respectives, parce que nous avons jusqu'à midi, donc une trentaine de minutes, un instant différent. Alors, je ne suis plus conférencier maintenant, je deviens animateur. Et donc, je vous demande d'applaudir les personnes que je vais nommer, parce que, vous le savez, c'est jamais simple de prendre la parole en public, surtout entre vous, entre confrères. Bon, donc, il y en a 3 qui ont accepté de se prêter au jeu de la table ronde. Donc, sous vos applaudissements, j'appelle à me rejoindre Monsieur Bresson, Madame Niakaté et Madame Geoffroy. Allez, venez. Et installez-vous. Voilà. Alors, Madame Mercier a bien fait les choses, puisque je lui avais demandé d'avoir des représentants, je dirais, des différents corps de métier qui sont les vôtres. Et ça tombe bien, vous avez 3 familles. Donc nous avons les représentants de la famille de la santé, en la personne de M. Bresson. Alors, voilà. Et à tous les professionnels de santé qui ont applaudi. Voilà. Alors maintenant, je vais demander aux professionnels du droit d'applaudir Madame Niakaté. Voilà. Ça me permet de vous repérer. Et, the last but not the least, cadre de vie et technique, Madame Geoffroy. Voilà. Ah, ils sont moins nombreux. Voilà. Et alors, je vais commencer par Monsieur Bresson. Vous savez qu'autrefois, on commençait par ces dames, mais c'est mal vu maintenant de faire des circonstances pareilles. Alors, je vais commencer par vous. Vous êtes cerné. Hein, Monsieur Bresson, vous représentez la famille de la santé. Il me semble que j'ai beaucoup parlé de la santé. Mais ce qui nous préoccupe ici, ce n'est pas la santé pour la santé, mais le lien entre la santé et l'entrepreneuriat. Alors, à l'aune de votre propre expérience, sur ce qui a été dit, et sur ce qui n'a pas été dit, quel est un peu votre regard avant que je passe la parole à vos confrères? Oui, merci. Alors, oui. Si on vous entend bien. Allez-y, voilà, c'est ça. Président chargé de la prévention et de la promotion de la santé à la Fédération nationale des orthophonistes aussi, donc encore un sujet de santé, et membre du groupe de travail environnement de la commission égalité-parité à l'UNAPL. Et là aussi, Aminata le disait hier, effectivement, c'est une thématique, la question de la santé environnementale, de l'environnement, qui pose beaucoup de questions à nos collègues professionnels de santé. Et on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui ont répondu à ce questionnaire. Alors, peut-être, pas forcément parce que les professions de santé sont peut-être plus intéressées par la question de la santé environnementale, mais aussi peut-être parce qu'il y a une dichotomie entre ces préoccupations. On sait que l'environnement, ça a un impact direct, l'environnement, le milieu dans lequel on vit a un impact direct sur notre santé, et en contrepartie, l'absence de solution. Peut-être que dans les professions de technique et de cadre de vie, c'est une dimension que vous prenez davantage en cause, parce qu'il y a des normes, un intérêt aussi pour cette question environnementale, beaucoup moins dans la dimension de la santé environnementale pour les professionnels de santé. Bon, c'était pour l'introduction, je reviendrai dessus plus tard. Je sais qu'on s'adresse en plus à un public qui est non seulement entrepreneur, mais en plus qui est responsable syndicaux. C'est-à-dire que la vocation qu'il y a pour l'entrepreneuriat est doublée par une autre vocation qui est celle du syndicalisme, du militantisme aussi, de faire bouger les choses. Donc on est ici on recherche beaucoup de sens dans nos activités professionnelles et puis dans notre engagement à côté. Donc ça fait partie des facteurs, alors pas protecteurs, mais de la salutogénèse, merci. Voilà, oui, je m'entraîne. Effectivement, ça fait partie des facteurs qui sont très importants et qui vont nous mettre dans une situation où on va être en recherche de sens, de responsabilité aussi, mais ça veut dire aussi que il y a l'épuisement. Et quand on est confronté à des situations compliquées, ça nous met tout particulièrement dans un conflit de valeurs, en fait. Et ça, je trouve que c'est une dimension qui est très importante. Alors, pour l'illustrer... Et que je n'ai pas évoqué à l'oral, mais que j'évoque à l'écrit, mais effectivement, le conflit de valeurs. Et oui. Chez les soignants, les professionnels de santé aussi que je côtoie, cette question d'être en rupture avec les valeurs qu'on promeut, avec son éthique et sa déontologie, c'est quelque chose qui est vraiment... qui génère beaucoup d'abandon de carrière aussi, de personnes qui ne se sentent plus à l'aise dans leur profession. Et alors, l'exemple que je vais donner, c'est... vous avez parlé des carnets de commandes qui étaient...
de l'instabilité des carnets de commandes, effectivement, qui génère beaucoup de stress. Oui, l'incertitude. Et ben chez les professions, cette incertitude, chez les professionnels de santé, on n'a pas d'incertitude dans nos carnets de commandes. Par contre, on a une pénurie de professionnels de santé et on ne parvient pas à répondre à la demande de soins à laquelle on doit faire face. Oui. Et ça, c'est frustrant. C'est frustrant. C'est inquiétant, c'est angoissant. C'est frustrant, c'est même violent parce que ça veut dire que le manque de professionnels de santé, c'est pas quelque chose qu'on a choisi. Vous parliez tout à l'heure d'un stress subi. C'est-à-dire que, effectivement, on sait qu'il n'y a pas d'autre choix. La condition sine qua non, c'est d'augmenter le nombre de professionnels formés, les numerus clausus. Par contre, effectivement, on est en première ligne, encore plus quand on est professionnel libéral, c'est que quand on a son téléphone qui sonne, son répondeur, des demandes en permanence, et que face à ces demandes excessives, on doit répondre que on ne peut pas y répondre tout de suite, alors qu'on connaît le degré d'urgence, et en fait, ça veut dire qu'on se prend en pleine figure la détresse et l'angoisse des parents, des professionnels, des usagers qu'on a au téléphone, et en plus, on se met dans cette situation de conflit de valeurs, c'est qu'on n'a pas été formés, nous, en formation initiale, pour devoir dire non à des personnes, pour devoir leur dire non, je ne pourrai pas vous soigner tout de suite. Et on sait les conséquences que ça a. On sait que il va y avoir un handicap surrajouté, que c'est des personnes qui vont traîner longtemps et que quand on va les recevoir, il sera peut-être des fois trop tard ou en tout cas la maladie aura trop évolué, les difficultés auront évolué. Par rapport à cet exemple, je trouve que c'est important, c'est comment on fait pour proposer des solutions, justement. Parce que ça, c'est quelque chose, quand on organise des réunions syndicales, on voit énormément de collègues qui y assistent, pas forcément pour la thématique pour laquelle on organise une action syndicale, mais parce qu'en fait, c'est un peu une branche à laquelle ils peuvent se raccrocher. Ils se disent, tiens, il y a de la lumière ici, il y a d'autres professionnels, on se sent très seul, vous parliez de solitude. Mais oui, c'est un antidote à la solitude, l'UNAPL. Comme tous les syndicats, d'ailleurs. C'est un antidote à la solitude. Ouais. Et c'est un peu la porte ouverte, vous parliez de main tendue, effectivement, il y en a beaucoup qui viennent ici. On a fait des assises, par exemple, de l'orthophonie, on a en formation ou dans des journées syndicales, on voit ces personnes qui sont en recherche et qui vont arriver avec leurs difficultés, leurs patients, et j'arrive pas à répondre. Alors, quelle solution? Alors, quelle solution? Mais peut-être une question, parce que j'aimerais aussi donner la parole à Mme Niakaté, mais avant que Mme Niakaté réponde, moi j'ai une question, parce que vous avez évoqué, ou vous avez dit à demi-mot, même de manière explicite, être engagé syndicalement, c'est bon pour la santé. En tout cas, c'est votre ressenti. Est-ce que je peux me retourner vers vous? Est-ce que vous acquiescez à ça? Parce que vous êtes tous des hommes et des femmes engagés, de longue date ou de moins longue date. Est-ce que vous avez ce sentiment que l'engagement, c'est un surcroît de travail? C'est au détriment de votre vie personnelle. Ça peut peut-être créer des tiraillements avec votre environnement familial. Malgré ça, est-ce que vous considérez que c'est quand même, dans la balance que j'évoquais, quelque chose de positif? Ouais, c'est ce que je ressens aussi. Oui. Vous me direz, ceux qui ne le pensent pas ne sont pas là. En médecine, on dit qu'il y a un biais de sélection. Voilà, bien évidemment. Mais c'est toujours quand même heureux d'entendre pour ceux qui y sont que oui, parce que vous aurez pu dire oui, mais non, de moins en moins, etc. Hein? Alors, je vais revenir vers vous, M. Besson, sur les solutions, parce que c'est la deuxième partie de la table ronde. Mais, Maître Niakaté, puisque vous, c'est les professions du droit, est-ce que les professionnels du droit, j'ai eu l'occasion d'étudier un peu les avocats, j'avais l'impression que plus que les autres encore, ils étaient extrêmement avares de leur temps pour des études. Dès qu'on leur demandait est-ce que je peux vous interroger 10 minutes, j'avais l'impression que je leur réclamais la montre. Facture au temps passé. Exactement, voilà. Est-ce que dans les professions du droit, on se retrouve dans ce que j'ai évoqué, mais est-ce qu'il y a des points d'intensité qui sont encore plus forts? Votre témoignage. Alors nous, on a le stress du carnet de commandes, c'est-à-dire et il y a aussi le stress de si je ne travaille pas, je ne gagne pas d'argent. Oui. Si j'ai un congé maternité, je ne gagne pas d'argent, et puis j'ai des charges qui arrivent, etc. Donc il y a un gros stress, je pense, du chiffre d'affaires, d'autant plus si on a des salariés. Alors, on me dit qu'on on est une profession qui meurt de crise cardiaque, donc on a le stress de la décision de justice. C'est un métier assez stressant. Et puis, on ne prend pas soin de nous, on est comme les médecins. C'est-à-dire que, même moi, je sais que je m'occupe très peu, y compris de mes problèmes juridiques. On prend soin des autres, mais qui prend soin de nous, c'est vraiment... Comme les médecins, d'ailleurs, hein, c'est ce qui est étonnant. Alors, il y a des progrès, il y a des prises de conscience chez les médecins, chez les professionnels de santé. Mais est-ce que le barreau, ou est-ce qu'au sein de l'UNAPL, il y a des actions pour intégrer la dimension santé au service de la profession?
Et alors, il se trouve qu'on a été auditionné au Sénat, la commission parité égalité a été auditionnée au Sénat par la délégation aux droits des femmes du Sénat sur la santé des femmes au travail dans les professions libérales. Et donc, on a sondé, on a envoyé des petites questions aux organisations membres. On a eu quelques retours et non, il y a la question de la parentalité beaucoup revenue. C'est un moment qui a un effet cicatrice sur notre outil de travail. Souvent, c'est un moment où on quitte la profession parce qu'on n'a pas cette sérénité. On a beaucoup de questions de charge mentale, de burn-out, de la difficulté de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. On en parle de plus en plus, ce n'est plus tabou. Alors, on en parle. Après, alors, il y avait aussi un truc intéressant dans ce débat, c'est que je crois qu'il y a un texte qui prévoit une sorte de médecine du travail pour les professionnels libérales et ce n'est pas mis en place du tout, ça n'existe pas. Alors que pour les salariés, il y a une médecine du travail. Alors nous, il y a un texte qui a été voté il y a quelques années et qui est resté lettre morte. Alors il y a, je le rappelle, hein, c'est important de le rappeler ici, l'article 23 de la loi Lecoq-Grandjean du 2 août 2021, appliqué en 2022, donc c'est tout récent, qui permet désormais, je le dis, à tous les services de santé au travail de vos départements respectifs, d'abord de proposer un service aux employeurs, et je le dis gratuitement, pas de cotisation supplémentaire. Par contre, pour les indépendants qui n'auraient pas de salariés, donc qui n'ont pas de relation avec la santé au travail, puisque ça passe par le salariat, vous pouvez aussi accéder à ces soins, mais là, par contre, il y a une cotisation à payer. Voilà. Donc je vous informe, ça c'est... Alors, et il ne faut pas dire qu'il n'y a rien, parce que, je vous dis, il y a 80 services de santé au travail qui... il faut toujours du temps quand il y a une loi et les décrets d'application pour qu'il y ait du changement. Petit à petit, les lignes changent. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inertie. Il y a beaucoup d'inertie. Et les professionnels n'ont pas connaissance de l'existence de ce dispositif. Mais c'est ça, c'est le problème de... Voilà, et c'est le rôle justement des syndicats que d'informer de ces changements. Il y a un sacerdoce aussi, hein, quand on est dans l'engagement patronal comme vous l'êtes. Hein. C'est de toujours répéter, j'imagine M. Bresson, Mme Geoffroy, on l'entendra tout à l'heure, de répéter parfois 10 fois, 100 fois la même chose, pour finir par être entendu, mais il faut avoir, j'allais dire, la foi. Hein. Et puis on a aussi un système de prévoyance qui, voilà, avec des jours et des jours de carence qui font qu'on paye des cotisations, on ne sait pas vraiment pourquoi, parce qu'on n'est jamais malade 90 jours, sauf en cas d'hospitalisation, etc. Enfin, il y a un vrai sujet de protection sociale des professionnels libéraux où ça ne fonctionne pas en réalité. Enfin, on peut pas se permettre, et puis c'est très mal indemnisé. Ça ne permet pas de préserver l'activité. Alors, pour répondre devant l'assistance, Madame Niakaté, sur les facteurs personnels que j'ai évoqués, salutogènes et pathogènes, dans votre exercice de votre métier, vous vous êtes retrouvé sur certains, moins sur d'autres. Quel est votre tableau ? Sur tous les trucs, je dors très mal. D'accord. Je crois que je ne suis pas stressée, mais en fait, je fais de l'hypertension, donc peut-être que je somatise autrement. Oui. Non, et alors je me suis beaucoup reconnue dans le fait que sur le truc existentiel, c'est-à-dire c'est plus qu'un métier, c'est je suis avocate. C'est ça. Ça fait vraiment partie de mon identité. C'est ça, c'est identitaire. Voilà, surtout que on prête un serment avec des valeurs, etc. Et donc ça fait vraiment partie de mon identité. Je suis avocate, je ne fais pas l'avocate, je suis avocate. Après, je travaille beaucoup, je compte pas mes heures, je pense que je travaille plus de 60 heures par semaine. Mais je suis contente de travailler, j'ai l'impression de ne pas travailler même en fait parfois. Et malgré ça, vous avez en plus de l'engagement syndical. Et je pense que je ne sais pas si je serais encore avocate s'il n'y avait pas l'engagement syndical, s'il n'y avait pas tout ce qui entoure la profession, les échanges, enfin ça me nourrit en fait, vraiment l'engagement syndical, militant me nourrit. D'accord. Merci Madame Niakaté. Alors Madame Geoffroy, vous représentez la grande famille cadre de vie et technique. Par rapport à, là aussi, les différents facteurs qui ont été évoqués, comment vous vous êtes positionné par rapport à ça? Et puis peut-être aussi, parce que M. Bresson a évoqué cette question-là, quelle politique demain mettre en œuvre pour mieux assurer le suivi de la santé des professions libérales? Alors il y a deux questions. Oui.
Mais sur la première partie, je pense que on se reconnaît dans tous les items que vous avez pu évoquer, autant les positifs que les négatifs. Enfin, sur le rebond, je pense que la profession d'architecte est particulièrement bien éduquée avec les concours de maîtrise d'œuvre où voilà, on perd, et puis il faut en faire un deuxième derrière. C'est des choses qui sont notre quotidien. À la fois, ça peut même peut-être devenir un biais parce qu'à force d'apprendre à rebondir, peut-être que des fois on rebondit un coup de trop et qu'on ne voit pas à quel moment notre entreprise pourrait être en grande difficulté parce qu'on n'a pas envie de le voir. Sur la fatigue, la surcharge, évidemment, c'est des métiers où on ne s'arrête pas. Les vacances ne sont pas des vacances. On part avec nos mails, notre portable. Vous continuez à travailler pendant les vacances? Vous continuez à penser à votre travail pendant que vous dormez? Bien sûr. Ce sont des processus qui quand même envahissent la vie de tous les... En fait, déjà, nos clients ne s'arrêtent pas, à part peut-être une semaine au début du mois d'août où les chantiers sont plus ou moins interrompus. Le reste du temps, alors c'est de notre fait, je veux dire, on pourrait très bien peut-être ne pas répondre, mais on est dans une démarche où en fait on est en constante mise en relation avec les clients, avec les entreprises qui attendent des réponses pour faire avancer les choses. Donc oui, on n'arrête pas. Je redonnerai tout à l'heure la parole à M. Bresson, à Mme Niakaté, pour savoir quelles sont vos stratégies à vous pour pouvoir récupérer, parce que malgré tout, vous durez, vous êtes là. Donc, globalement, sur quelle politique demain mettre en œuvre pour mieux intégrer cette question de la santé au travail auprès d'une profession qui a quand même, je l'ai dit, été oubliée. C'est pas simple comme question. Non, c'est pas simple. Mais c'est un chantier à construire. Il y a un chantier qu'on démarre à travers les travaux autour de la maternité que tu évoquais à l'instant. Oui, il y a un rapport d'ailleurs, le rapport RIC5, qui est très intéressant. Je vous recommande d'aller le lire. Et effectivement, la femme chef d'entreprise ou professionnel libéral a un congé maternité qui est atrophié par rapport à la femme salariée. Ça a été très très bien renseigné, ça. Très bien renseigné. Dans une vie professionnelle, c'est un moment qui est difficile à allier la croissance d'une entreprise, parce que généralement, en plus, c'est en début de carrière, donc c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on met en place, ce qu'on essaie de mettre en place au niveau de la maternité, c'est quelque chose qui va être utile à tous, hommes, femmes, et à tous les moments d'une carrière, c'est-à-dire voir comment on peut interrompre notre activité un petit temps ou un temps plus long, sans mettre en difficulté l'entreprise. Et donc, comment se fait remplacer, comment on transmet nos opérations, la responsabilité. Enfin, il y a plein de questions derrière qui sont à traiter, mais c'est par ce biais-là, aujourd'hui, je pense qu'on va pouvoir trouver des solutions. Mais la question, c'est comment aussi, nous, on s'autorise à s'arrêter 4-5 jours. Enfin, je peux te témoigner un petit anecdote. Je suis atteinte d'une maladie auto-immune dont un des symptômes est une fatigue chronique. Et en fait, mon médecin me dit, la seule chose à faire, c'est ralentir et se reposer. Bon, après, elle me regarde, elle me dit, mais en fait, pour vous, c'est pas possible. Bon, déjà, ça commençait bien. Oui. Donc, voilà, on a réfléchi ensemble à des choses à mettre en place, mais quand notre médecin nous dit, vous pouvez pas vous reposer, ça, c'est quelque chose qu'on intègre. Et donc, il faut aussi avoir des discours de se dire, j'ai le droit d'avoir besoin d'une journée, de 2 journées, d'une semaine d'arrêt. Et c'est aussi nous qui devons nous convaincre de ça, en fait. Je suis en train de vous l'entendre dire. Vous avez le droit, vous avez peut-être même le devoir. Est-ce que la solution n'est pas collective? C'est-à-dire que, je le disais, vous êtes des indépendants, mais est-ce qu'à un moment donné, trouver la voie avec 2 ou 3 confrères qui permettent d'assurer... Ça se fait dans le monde agricole. À un moment donné, on a des confrères qui acceptent de faire une tâche pour moi, me permettre de lâcher. Est-ce que ça, c'est envisageable chez les indépendants que vous êtes? Et après, je reposerai la question à M. Bresson. Nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. C'est un réseau d'entraide. C'est ça. De se dire, moi, je suis disponible pour... c'est ça. Et de mettre en relation. C'est ça. Parce que ça peut se faire de connaissance à connaissance, mais parfois, on n'a pas la personne en face au bon moment. Et donc, de mettre en place, au sein du syndicat, un réseau d'entraide. Travailler le collectif. Moi, je pense que c'est un challenge pour vous. Parce que vous avez une culture indépendante. Alors, et très souvent, quand on vous écoute parler, c'est moi, mes salariés. Ne serait-ce que d'avoir peut-être un salarié à plusieurs. Ça se fait dans les cabinets médicaux, ça se fait chez les chirurgiens dentistes, etc. On partage une ressource. Mais de passer de mon salarié à notre salarié, de passer du moi au nous, ça a l'air de rien. Je peux vous dire que c'est une révolution de palais. Monsieur Bresson, est-ce que la solution chez les indépendants, c'est justement l'entraide? Est-ce que ce n'est pas le collectif? Travailler le collectif, ça ne veut pas dire tout le monde au service de tous, mais créer son propre réseau de solidarité,
3-4 personnes, en toute solidarité. Ça, c'est le filet de sécurité. Oui, je pense que le collectif, le soutien, alors à plusieurs niveaux. Je pense que la solution, elle est intégrative, systémique. Je pense que c'est important de se dire que c'est sur plusieurs axes qu'on va pouvoir travailler sur notre santé. L'urgence, c'est-à-dire comment on peut repérer et accompagner les personnes qui sont en détresse et en épuisement professionnel. Et donc ça, c'est important. Il y a des associations avec lesquelles on travaille dans le milieu de la santé, par exemple SPS pour les soins aux professionnels de santé, ou sur lesquels je vous invite tous, pas que professionnels de santé. On peut faire des autodiagnostics d'épuisement. Alors c'est plutôt savoir où on se situe. C'est-à-dire que l'épuisement, c'est pas oui ou non on est en épuisement, mais plutôt c'est comme une spirale. C'est-à-dire qu'au début, on commence à avoir des signes. Et petit à petit, c'est un processus. Exactement. Et petit à petit, ces signes, on ne les ressent plus, ces signes de stress aussi. On les étouffe. C'est ça. Donc, c'est pas pour être anxiogène, mais justement pouvoir se remettre dans ce processus, se situer, se dire ah bah oui, en fait, ce qu'on a fait tout à l'heure avec la question du sommeil, mais il y a plein d'autres facteurs, l'alimentation, la sédentarité, le fait de ne plus faire de sport. Se situer dessus. C'est important pour repérer les choses. Il y a des systèmes de pair aidance avec, par exemple, MedAid, c'est-à-dire qu'en tant que professionnel de santé, on peut repérer chez nos collègues et les aiguiller aussi quand ils ont besoin d'une solution et d'un accompagnement personnalisé. Ça, c'est quand il est trop tard. Mais effectivement, je pense que les solutions, elles viennent par des facteurs personnels, c'est-à-dire comment on aiguille, comment on met à disposition des groupes pour travailler sur l'organisation de son temps, sur sa prévoyance, sur sa mutuelle, sur des solutions comptables, sur son alimentation, sur le sport, la méditation pleine conscience. En fait, il faut voir très largement ce qui participe au bien-être personnel de l'entrepreneur. Et je pense que le troisième axe, c'est la question du changement des pratiques professionnelles. Ça, c'est essentiel. Alors, et là, on a besoin d'être en collectif. Par la formation, il y a des vraies demandes en termes de formation, d'évaluation des pratiques professionnelles, de groupes d'analyse de pratiques. Ce n'est pas juste comment je me forme cognitivement, mais comment je change ma pratique dans mon quotidien. Et l'engagement syndical, on a développé par exemple, par rapport à la question des difficultés d'accès aux soins, au sein de notre profession d'orthophoniste, une plateforme qui vise à réguler, accompagner, écouter les usagers qui nous appelleraient et les adresser vers du soin. Cette plateforme, donc c'est la PPSO, le site Allo Ortho. Et en fait, en créant ça, ce qu'on explique, c'est qu'on propose une solution pour nos usagers, mais on propose une solution pour nos collègues aussi. C'est-à-dire que les collègues ne sont plus seuls et démunis dans leur cabinet. Ils peuvent réaiguiller vers cette plateforme et du coup partager cette responsabilité, sentir qu'ils reprennent le pouvoir et que leur action est utile et que les patients à qui ils répondent non ne sont pas seuls et trouvent une solution derrière. Et enfin, ce qui est mené à l'UNAPL, on en a parlé notamment par la commission parité-égalité ou la commission des affaires sociales, tout ce qui est fait justement sur le travail des IJ, sur le fait de pouvoir se mettre en arrêt pour prendre soin de sa santé, c'est essentiel et effectivement, on doit le travailler entre professionnels. Oui, je pense que la question du collectif, alors là c'est pareil, les avocats travaillent parfois très seuls, mais ils sont aussi en cabinet avec des confrères. Quelle est la part, je dirais, de l'articulation entre l'individuel et le collectif dans les solutions à trouver pour préserver la santé du professionnel libéral? Alors c'est vrai que c'est plus facile quand on est associé de dire de s'autoriser à faire une pause quand ça ne va pas, même si les associés sont très exigeants sur le chiffre d'affaires, le volume facturé. Et puis parfois des conflits entre associés, ça c'est ravageur aussi. Et alors je ne sais pas si on est une profession très individualiste, parce qu'on partage facilement les charges, mais plus difficilement les revenus. Oui. Et puis, alors ce qu'on essaye de mettre en place, c'est de s'inspirer de ce que font les médecins, c'est-à-dire des suppléances dans certaines situations. Alors ça existe, mais seulement dans des cas un peu extrêmes, c'est-à-dire quand l'avocat va en prison, donc là il faut gérer les dossiers, les audiences, etc. Ça arrive, ça. Je ne t'ai jamais posé la question. C'est vrai? Pourquoi? Oui, il n'y a pas de raison. En garde à vue, etc., qu'il y a une audience, là il y a une suppléance qui est mise en place par l'ordre. D'accord. Et quand l'avocat décède, là il y a une suppléance, mais dans les autres cas qui peuvent arriver, en cas de maternité par exemple, ou en cas de maladie, là ça n'existe pas. Il y a la question du financement qui est un frein. Et la question de la responsabilité civile sur qui est responsable si jamais quelque chose se passe mal dans le dossier. Donc tout ça sont des choses qu'on a du mal à dépasser, sur lesquelles on doit continuer à travailler. Ouais. Madame Geoffroy, dans le monde de l'architecture, cadre de vie technique, on pourrait dire aussi avec Sens et l'expertise comptable, on retrouve un peu ces problématiques où c'est quand même différent, parce que vous êtes à la fois regroupés, mais vous êtes très hétérogènes par vos métiers. Vous disiez, moi j'ai des appels d'offres, l'avocat c'est pas la même chose, le médecin non plus. Quels sont les points communs par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre?
on a effectivement une grande part d'entreprises avec plusieurs architectes associés. Et dans ce cas-là, effectivement, s'il y en a un qui est défaillant, entre guillemets, ça se répartit facilement. La difficulté, elle se pose effectivement pour les architectes qui exercent seuls, avec ou sans salariés. Enfin, ceux qui ont des salariés, à la limite, ils peuvent peut-être garder un regard et puis les faire travailler si c'est possible. Ce qui est peut-être un peu différent par rapport à d'autres professions libérales, c'est qu'on travaille sur un temps très long. C'est-à-dire que quand on a une opération, elle s'étale sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc quand on transfère une partie du travail sur un temps donné où on doit s'absenter, après on récupère le truc en cours de route. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la question de la responsabilité qui est essentielle, parce que du coup, quelle responsabilité on a sur la partie qu'on n'a pas traitée. Voilà, ça c'est un sujet qui est assez difficile pour le moment à résoudre. Alors maintenant, regardez vos montres. Regardez. On vient, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, on vient de passer 25 minutes. C'est passé comme un boulet de canon, la table ronde. Je vous l'avais dit. Moi, je n'ai pas vu le temps passer. Et il nous reste encore une dizaine de minutes. Je crois que M. Picon va nous rejoindre, ou il est peut-être déjà là. Donc, est-ce qu'il est là? Il est là. Bon, mais très bien. On me dit qu'il est là. Il est où, M. Picon? Ah, il est arrivé, voilà, exactement. Alors peut-être, j'aimerais qu'on fasse participer la salle aussi par rapport à tout ce qui a été dit. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser à vos confrères? Vous pouvez aussi me poser des questions par rapport à l'heure, parce que vous savez qu'on est passé à la pause. Voilà, on a une dizaine de minutes, un petit quart d'heure entre nous pour échanger sur des tas d'éléments. Mais peut-être avant, on peut les remercier et les applaudir encore. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur... voilà, entreprendre, c'est bon. Madame. Oui. Oui, je dis, ce n'est pas une question, c'est une remarque. C'est une remarque de sémantique, mais la sémantique a son importance. Et c'est le terme d'usager qui, à chaque fois, me hérisse le poil, parce que, notamment pour les usagers de la santé, nous faisons apparaître un problème qui ne devrait pas en être un, et je suis là un peu provocatrice, parce que, effectivement, usager, c'est un peu comme si on est dans un commerce et qu'on achète, voilà, son beurre, ici son service. Donc en fait, on crée dans la population un besoin, et effectivement, on n'est pas si nombreux que ça, donc on ne peut pas répondre aux besoins, mais si les besoins étaient plus ciblés, si on ne devenait pas usager, mais si on restait patient comme on l'a toujours été, eh bien je pense qu'il y aurait moins ce hiatus entre l'offre et la demande. Donc c'est le terme d'usager qui me gêne beaucoup, et je pense qu'il faut faire très attention quand on l'emploie. Donc en tant que professionnel de santé, il me semble très très important de l'éviter, et voire de reprendre nos élites quand ils parlent d'usager de la santé, parce que c'est une politique qui est délétère. Oui. Merci, vous avez raison, les mots sont importants. Hein. Moi, j'ai repris tout à l'heure sur bon stress, mauvais stress. Je trouve qu'il y a des expressions malheureuses. Tout à l'heure, je citais Michel Debout, qui est un ancien professeur de médecine, il est à la retraite, et il me disait que quand il était plus jeune et qu'il était interne, il était au poste de garde. On n'appelait pas ça les urgences. Et il dit, mais quand on a mis le mot urgence, ça donne le sentiment aux personnes qui vont qu'il faut les servir de suite, puisque c'est urgent. Or, vous savez très bien que les urgences, il faut être, je reviens à votre terme, il faut être patient. Et donc il disait, mais peut-être qu'il faudrait revenir à l'ancien mot, poste de garde, pour que les gens qui arrivent sachent que il va falloir attendre, et que non, l'urgence, c'est un mot qui est peut-être un peu malheureux. La sémantique est extrêmement importante. Je peux répondre par rapport à cette question. Ah oui, M. Bresson, oui. Non, alors en plus, la question sémantique, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc j'aime beaucoup débattre des termes utilisés. Ah oui, bien sûr. Enfin, pas forcément débattre et en discuter. C'est important parce qu'effectivement, patient, on s'intéresse à la question du soin, des soignants, effectivement. Et moi, quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'effectivement, on n'est pas que soignant et professionnel de soins, et on se présente comme professionnel de santé. Et je pense qu'effectivement, c'est là où c'est important de voir plus loin que juste le soin et le moment où les personnes sont malades, mais avant, c'est-à-dire comment on prévient le fait qu'ils sont malades. Et pour moi, faire de la prévention et de la promotion de la santé, c'est pas forcément être dans quelque chose de commercial ou faire venir plus de patients. Au contraire,
c'est pouvoir agir auprès d'eux avant qu'ils ne soient patients. C'est ce qui se passe. Si on avait plus de personnes qui venaient pour des bilans de santé chez leur médecin, peut-être qu'on les verrait moins souvent au moment où ils sont malades. En tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on remarque en orthophonie notamment, c'est que finalement, quand on a la chance de pouvoir voir des patients, justement, ils ne sont pas patients, c'est pour ça qu'on a utilisé le terme usager, on a beaucoup réfléchi, parce qu'ils ne sont pas encore patients, mais quand on les voit justement, quand ils ont une fragilité, lors d'une action de prévention, on développe notamment avec les orthoptistes ces actions de prévention, avant qu'ils soient patients, on voit que c'est un réel impact sur la diminution après, quand ils viennent en soins, et surtout que ça réduit les prises en soins aussi. C'est pour ça qu'on utilise ce terme-là. D'accord, mais c'est intéressant de... Alors, je ne voudrais pas qu'on reste trop longtemps sur cette question-là. Je répondrai juste parce que la prévention fait partie du soin. Oui. Et on est en train d'en prendre de plus en plus conscience. Et toutes les professions de santé s'appuient sur la prévention. Mais la prévention fait partie intégrale du soin. D'accord ? Très bien, c'est pour ça que l'usager... Alors, je vois une dame qui lève la main dans le fond. Madame, on va vous donner le micro. Alors, toujours pareil, des questions courtes et des réponses courtes. Hein. Je vois que Michel Picon est arrivé. Bonjour, Monsieur le Président. Moi, c'est pas une question, mais c'est une proposition pour la prévention en santé. Donc, on la pratique. Moi, je suis sage-femme. Oui. Et je pratique la prévention en permanence auprès de mes patientes. Et pour moi-même aussi, justement, tout ce que j'ai mis à disposition des patientes, je l'ai fait aussi pour moi. Ah, et je pense que ce soit dans les cabinets d'architectes, d'avocats, de santé, on peut soi-même se préparer des petits temps de pause, de discussion entre collègues. Et je trouve que ça permet de s'entretenir aussi tout au long de la journée, de tenir sur la journée et de se protéger justement des burn-out, de stress intense. Apprendre à mieux dormir, il y a tous des petits sujets qui peuvent être proposés dans ce sens. La sieste, vous êtes une adepte de la sieste? Oui, tout à fait. Tiens, levez la main. Qui fait des siestes régulières ici? Ah oui, quand même. Ouais. Et moi aussi. Hein, voilà. Non, mais c'est extrêmement... c'est bénéfique. Hein. Et alors, ne me dites pas, je ne sais pas faire la sieste. Parce que ça s'apprend. Rappelez-vous la maternelle. Vous ne vouliez pas y aller, mais on vous l'apprenait. Hein. Donc, allez, on va prendre une dernière question. Et oui, une devant, là. Devant. Voilà. La réunion. Voilà. Non, il y a une question, alors je vais être assez court parce qu'il faut l'être. Il y a une question que vous n'avez pas évoquée, je pense, dans votre propos. C'est la question aussi peut-être de la pratique sportive pour équilibrer la vie et la santé du chef d'entreprise. Et au-delà de ça, c'est peut-être s'intéresser à autre chose. Oui. Alors, il n'y a pas que le sport, il y a aussi la spiritualité. Vous avez beaucoup cité Marx. Oui. Marx disait la religion c'est l'opium du peuple, mais pas que. Et parfois l'opium ça aide à vivre. Oui. Donc est-ce qu'on peut aborder ces questions-là? Alors, vous avez 36 fois raison. Et j'en rajouterai même une 37e s'il le faut. Il y a tellement de choses que je n'ai pas évoquées. Boire de l'eau régulièrement, respirer aussi, on ne respire pas assez. Il y a beaucoup de choses. Mais vous avez raison, le sport. Monsieur Bresson parlait de lutter contre la sédentarité. Et il disait faire du sport. J'ai appris récemment, en m'intéressant un peu plus à cette question-là, que faire du sport, c'est une chose. Lutter contre la sédentarité, c'est autre chose. La sédentarité, c'est vraiment le fait d'être assis. Un chauffeur de taxi artisan, il passe sa vie tout le temps assis. Et donc, être debout, acheter un bureau qu'on peut surélever, c'est ce que j'ai acheté moi pour ma psychologue, ça lui permet d'être debout. Rien que ça, déjà, c'est une façon de lutter contre la sédentarité. Donc oui, vous avez raison. Et quant à la spiritualité, oui, c'est un élément, bien sûr, de réconfort. Déjà, ça permet d'atténuer l'anxiété de la mort. Bien évidemment. Hein. Croire à l'au-delà. Voilà. Après, est-ce que c'est Dieu qui a créé les hommes ou est-ce que ce sont les hommes qui ont créé Dieu? C'est un autre débat. Mais là, je me mettrai à parler de Sartre. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Allez, Michel Sassan. Oui, merci. Donc, merci d'ailleurs pour votre exposé, cher Olivier. Alors, vous avez évoqué la loi, effectivement, qui est une loi, pas de rupture, mais une loi importante. Oui, tout à fait. Mais elle découle d'un ANI, c'est-à-dire d'un accord national interprofessionnel, qui avait été signé par les partenaires sociaux, à l'unanimité d'ailleurs. Oui. Et je fais partie de ceux qui ont contribué largement, puisque je représentais UDP dans cette négociation. Et dans cet ANI santé au travail, il y avait 3 éléments essentiels. Le premier, c'est l'accent sur la prévention. C'est ce qu'on vient de développer. Parce que la santé au travail, c'est avant tout un aspect préventif. Oui. Éviter qu'apparaissent des maladies, ou si elles apparaissent, qu'elles se développent et qu'elles en entraînent d'autres. Et qu'elles se compliquent et qu'elles deviennent plus graves.
La deuxième idée, c'est d'associer, en plus des salariés, les chefs d'entreprise donc à cette santé au travail. Alors, en disant que, et vous avez largement développé cela ce matin, il y a des aspects spécifiques de la santé des chefs d'entreprise, mais il y a aussi des aspects communs avec leurs salariés. Parce que très souvent, et c'est une autre caractéristique des TPE, c'est que les chefs d'entreprise font exactement le même boulot que leurs salariés. Il y a une proximité. Et sont soumis aux mêmes risques. C'est vrai chez les professions libérales, mais c'est encore plus vrai chez les artisans. Ah, complètement. L'U2P insiste sur la notion de proximité. Hein. Donc il y a là une inégalité flagrante entre ceux qui bénéficient de la prise en charge, et notamment de la prévention dans le cadre de la santé au travail, ce sont les salariés, et donc il est légitime que ce soit les chefs d'entreprise. Bon, pour des raisons politiques, on va dire, on a été obligé de mettre cela basé sur le volontariat des chefs d'entreprise, la gratuité, vous l'avez largement évoqué tout à l'heure, mais je pense qu'on a intérêt, et ça c'est une réflexion qu'on doit avoir, à faire en sorte que ça devienne obligatoire comme ça l'est pour les salariés. Ça prendra du temps, si vous permettez. Prendra du temps. Michel, juste un mot. Le temps que les médecins du travail intègrent des connaissances sur les spécificités du travail des entrepreneurs. Et alors, mais on va y pourvoir et ça peut aller très vite. On en vient aux médecins du travail. Oui. On connaît une pénurie flagrante en matière d'offreurs de soins en ville et à l'hôpital, on le sait. C'est particulièrement vrai en médecine du travail et en médecine scolaire. Et en médecine du travail, c'est particulièrement vrai. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi, dans cette ANI, on a mis la disposition qui consiste à confier un certain nombre de visites de routine, on va dire des visites préventives simples, à la médecine de ville. Et donc, la médecine de ville, pour l'instant, ça n'est pas encore accaparé, si j'ose dire. Eh bien, il reste là aussi à faire en sorte que les médecins de ville et les autres professionnels de santé de ville se sentent concernés également par l'aspect préventif en milieu du travail. Donc, tout ça parce que c'est pas neutre, faut absolument lutter contre ce cloisonnement. Parce que la particularité d'un système de santé que je connais à peu près, eh bien, c'est précisément d'un cloisonnement à tous les étages. Et donc, on a besoin de faire en sorte que les gens travaillent ensemble parce qu'il y a un individu. Alors, il s'appelle patient ou pas. Patient, c'est... Bon, on peut en discuter, le mot est quand même... oui, les entrepreneurs ne sont pas très patients. Parce que patient, il y a un patient derrière, et patient, il y a aussi un lien d'une hiérarchie entre le professionnel et son malade. Et, voilà. Je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais enfin, en tout cas, patient, ça pose problème, ça peut poser problème. Oui. Voilà. Et donc, il faut lutter absolument contre ce cloisonnement à tous les étages qui est vraiment préjudiciable à la santé des gens. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, le système de santé, il est fait pour les gens. Et il est fait pour les Français, pour les patients, pour les... Voilà. Les professionnels de santé, c'est vrai, ils vivent de ça, mais il ne faut pas qu'ils oublient que c'est fait pour les patients. J'adhère à 100% à toutes ces réflexions. Alors, en tant que vieux prof, je vois on se dissipe dans le fond de la salle. J'entends, je vois des petits murmures. Alors, il me semble que là, tout est maintenant en place, le décor a été construit. Michel Picon nous a fait l'honneur de nous rejoindre. Nous sommes des voisins, ça faisait très longtemps que je voulais vous rencontrer. Alors voilà, Monsieur Claire, ici présent, m'avait dit qu'il ferait le go between, mais voilà, c'est fait. Donc je vais redonner la parole à Christophe, qui va, je crois, vous la transmettre après. Et puis, pour ma part, moi, je resterai déjeuner avec vous. Et puis, pour ceux qui le désirent, j'ai amené quelques ouvrages sur, un sur la santé des dirigeants, mais il y en a un autre sur les théories de la PME et de la TPE. Voilà, donc si certains sont intéressés, venez me voir. Voilà. Allez, Christophe. Merci, professeur. On peut saluer le professeur et son discours passionnant. Sans tarder, parce que l'heure tourne et on va respecter le timing, cher Michel, je te souhaite de venir me rejoindre pour nous parler de quelques mots de l'actualité de l'U2P, riche et importante. Je sais d'où tu viens. Il fait le tour de France actuellement. Tu étais à Lyon, je crois, en vélo évidemment. Je te laisse donc... allez, tu as une bonne demi-heure, si je ne dis pas de bêtises, au maximum. On est bien au maximum, d'accord? Voilà, pour que tu nous parles déjà du grand événement qui a eu lieu actuellement à Lyon, sur lequel l'U2P est bien présente. Et l'UNAPL, évidemment, et bien sûr, est présente. Et je remercie tous celles et ceux qui contribuent. Nous avons quand même là-bas les architectes,
les juristes et le synode, hein, qui nous représentent, nous, professions libérales. Je te laisse la parole. Donc, je te donnerai si vraiment tu dépassais, parce qu'ils ont très faible. Oui, non, mais je ne vais pas dépasser, d'autant que tu ne m'avais pas prévenu que je devais prendre la parole, mais j'aurais quand même quelques bricoles à vous dire. D'abord, vous dire combien je suis heureux de vous retrouver ici à Biarritz pour ces journées de rentrée de l'UNAPL, que je ne voulais pas manquer, même si l'agenda et la situation aujourd'hui du pays fait que les agendas se bousculent. Alors, juste un mot sur les WorldKills, c'est une manière... Alors, vous savez, quand on est méridional, vous le savez, professeur, parler l'anglais, c'est compliqué. Hein. Et moi, je préférais d'ailleurs les Olympiades des métiers, parce que ça parlait mieux. Mais tout ce qui est olympique, Olympiade, le CIO a demandé aux organisateurs des Olympiades des métiers de changer de nom ou de leur céder l'organisation de la machine, ce qui fait que depuis quelques années, ça s'appelle les WorldKills, puisque ça ne peut plus s'appeler les Olympiades. Donc c'est 60 pays qui envoient des gamins, des jeunes, sur une compétition dans tous les domaines, soit le bâtiment, tous les domaines de l'artisanat, mais pas que, aussi de l'industrie. Des professions de santé aussi, il y a des infirmiers. Alors, il n'y a pas d'équipe française dans les infirmiers. Alors, moi, je me suis intéressé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on juge dans le métier d'infirmier au WorldKills? Et puis, la présidente, lors de l'inauguration, là, elle m'a montré la compétition des infirmiers. En fait, cette compétition se fait avec des acteurs. Les acteurs sont des malades de différentes catégories. Et on juge le comportement de l'infirmier avec quelqu'un en fin de vie, avec des parents angoissés parce que leur enfant est opéré ou autre. Et la compétition se juge sur la capacité individuelle de chaque élève d'une école d'infirmiers, je suppose, parce que c'est eux qui les proposent, à offrir un service d'accompagnement. Alors, on ne juge pas sur la qualité de la piqûre, hein, c'est plus sur cette partie-là. Enfin voilà, c'est fabuleux, je vous engage à vous intéresser à cette manifestation. Il y a 1500 jeunes apprentis du monde entier qui sont en train de concourir. Chacun construit une maison dans tous les domaines. Voilà, donc ça c'est une actualité plutôt sympathique, mais elle est importante parce que je crois que dans nos métiers, il faut qu'on redonne le goût aux jeunes d'y venir. Et en fait, moi j'ai vu des tas de jeunes là qui découvraient des métiers qui évoluent aussi avec l'intelligence artificielle. Je crois que François, tu as exposé un certain nombre de choses, le SINOV aussi, les architectes aussi. Et nos métiers, les métiers que l'on peut offrir, sont des métiers d'avenir et dans lesquels ils peuvent se réaliser et moderniser aussi l'image qu'ils en avaient. Alors, à côté de ça, on est dans une période politique, mais à la fois, moi je fais pas de la politique, mais la politique, elle nous tombe dessus sans arrêt. Politique, économique, sociale, un peu complexe. Des élections qui, à la suite d'une décision du président de la République, heureuse ou malheureuse, chacun la jugera en fonction de son opinion, mais en tout cas qui ont plongé le pays dans une situation inconnue pour les Français, où aucune majorité ne s'est dessinée à l'Assemblée nationale, et avec des postures des uns et des autres. Effectivement, le constat que l'on peut faire aujourd'hui, c'est un gouvernement qui est en train de se monter autour d'un Premier ministre qui cherche désespérément à constituer une majorité. Bon courage, hein. Il a annoncé qu'il aurait terminé sa copie la semaine prochaine. J'ai un rendez-vous avec son directeur de cabinet lundi matin. Je raconte tout ça parce qu'en fait, tous les sujets sur lesquels nous avions travaillé, je pense à la réforme de l'assurance chômage, je pense à la réforme de l'assurance retraite,
Je pense à des sujets de formation qui nous occupent. Je pense à des sujets aussi de remettre le travail au centre des politiques publiques, redonner de la valeur au travail, aussi bien sur la rémunération du travail. On a bien vu les attentes en termes de pouvoir d'achat que les Français ont exprimées. Vous avez noté que moi, en fait, pendant des années, à chaque échéance électorale, les Français exprimaient une préoccupation qui était celle du chômage. Nos enfants ne vont pas trouver du travail. Je suis angoissé parce qu'il y a un chômage endémique en France, un chômage de masse. On n'en a plus parlé. Il y a 2 postes qui sont sortis, c'est la sécurité, je dirais presque un peu l'ordre, remettre un peu l'église au milieu du village dans un monde où les gens sont effrayés. Et puis le deuxième point qui nous concerne davantage, bien évidemment, en tant qu'employeur, qui est celui du pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, alors les campagnes électorales sont ce qu'elles sont. Parfois des propositions un peu violentes d'une augmentation d'un SMIC qui, sur le besoin des gens qui sont au SMIC, moi j'ai beaucoup de mal parfois à m'exprimer dans les médias parce que je me dis, le type qui est au SMIC et qui t'écoute, il doit dire, mais c'est quel sale con celui-là. Franchement, viens vivre avec mon SMIC et puis tu me diras si tu es d'accord ou pas d'accord pour 200 balles de plus. Mais je mesure ça. Et franchement, je le mesure parce que, comme chacun d'entre vous, dans vos cabinets, vous voyez des gens qui galèrent. Et ensuite, après, il y a un peu de macro là-dessus, où on se dit quel impact sur des entreprises. Et nous, on en a beaucoup dans nos secteurs, qui sont des entreprises, des petites entreprises, avec souvent beaucoup de personnel et à faible valeur ajoutée. Je pense au service de la personne, par exemple, où on voit aujourd'hui des entreprises qui ferment. AGS, vous savez, l'association de garantie des salaires, qui fait les salaires lorsqu'une entreprise est défaillante, on comptabilise aujourd'hui de plus en plus d'entreprises de services à la personne. Ça veut dire qu'il y a des personnes âgées qui n'ont plus d'aide ménagère, qui n'ont plus... parce que la boîte qui fournissait ses salariés, et une augmentation du SMIC pour ces métiers-là, elle ne sera pas supportable. Et on en a aussi beaucoup, bien sûr, dans l'artisanat. On voit parfois les grandes entreprises, mais vous savez, plus de 20% des chefs d'entreprise gagnent moins de 1 400 €, c'est-à-dire moins que le SMIC, avec une moyenne de salariés de 2,5. Donc, qu'est-ce que vous voulez que l'employeur... Donc, tout ça, il faut qu'on le prenne en compte. C'était des sujets qui existaient, qui étaient déjà sur la table, qui étaient traités dans le cadre des branches. Avec les branches, on fait beaucoup de travail. Enfin, nous, la politique de l'UDP, c'est de renvoyer dans les branches, parce que d'un secteur à l'autre, les situations peuvent être différentes. Mais on ne va pas couper à ce grand débat national qui est celui... du salaire et du pouvoir d'achat. Alors l'UDP, nous avançons une proposition qui est celle de renvoyer dans les branches, d'inciter les branches à faire des choses et ne pas attendre qu'il y ait des décisions comme ça, d'oukase de 200 €, 150 €, qu'importe. Dernièrement, on me dit, mais combien vous êtes prêt à mettre? Mais ça ne veut rien dire combien on est prêt à mettre. C'est dans chaque branche où il y aura des possibilités de revoir la grille de salaire. Vous m'avez déjà entendu dire depuis longtemps, pour toutes les branches qui avaient des minima au-dessous du SMIC, ça ne pouvait pas durer, il fallait s'y employer très vite. Je crois que le travail a été fait, pour ceux qui ont des professions libérales, par toutes nos branches. Et nous avançons l'idée qu'il y a une urgence, donc il faut que dans chaque branche, on voit comment on peut répondre à ce besoin, à cette urgence, mais aussi qu'il faut travailler en profondeur sur une autre restructuration de la rémunération. On ne peut plus vivre dans une société avec les besoins de protection sociale que nous avons, et ils vont être croissants, le vieillissement de la population, tout ce qu'on peut... Vous connaissez ces sujets beaucoup mieux que moi. Enfin, il va falloir de plus en plus d'argent. Et imaginez qu'on va continuer à vivre dans un système où sur le salaire va peser le financement de la protection sociale. C'est un tonneau de Danaïde dans lequel nous ne sortirons pas. Donc nous plaidons pour une restructuration complète. Alors après, si on allège les charges sociales, puisque tout
le monde dit, quand vous avez des salariés, les gens disent, il y a trop de charges, il y a trop de charges, trop de charges. La charge, c'est ce qu'il y a entre le salaire brut et le salaire net. Et on doit travailler à rapprocher ces deux chiffres de manière à ce que le salarié soit mieux rémunéré en se rapprochant du brut. Mais ces cotisations, elles servent à financer la protection sociale. Eh bien, il faut qu'on leur trouve un financement de substitution. La PLEM, la TVA, elle a ses avantages, elle a ses inconvénients. Elle a des points de CSG en plus, à condition qu'on flèche, que les choses soient fléchées, parce que si c'est pour augmenter les prélèvements fiscaux et sociaux, que ça rentre dans le tonneau des budgets publics, non, c'est pas de ça dont je parle. Il faut que ce soit fléché sérieusement. Il y a quand même 4 chiffres, je les ai évoqués dans la presse il n'y a pas longtemps, ça me vaut des bolets de bois vert de nos amis du MEDEF, bien évidemment, mais tout de même, 100 € provenant des revenus du travail. Vous en conservez 43. Non, 53, pardonnez-moi. 53. 100 € qui viennent de vos dividendes. Les dividendes. Ou de l'assurance vie, je sais de quoi je parle, parce que j'ai passé une partie de ma vie à vendre des contrats en disant c'est une optimisation fiscale. Déjà, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand on dit je prends moins de salaire et je prends plus de dividendes, pourquoi? C'est parce qu'il y a un écart de prélèvement sur les deux. Avec la flat tax, 100 € qui proviennent du dividende de votre société, vous en conservez 70. La retraite, 100 € de retraite, vous en conservez 83. Et 100 € de revenus qui vous viennent d'un héritage, vous en conservez 94. Vous voyez bien qu'il y a un prélèvement sur le travail qui déséquilibre les choses et c'est sur ça qu'il faut travailler. Il faut que le travail rémunère plus, soit mieux rémunéré, et pour qu'il soit mieux rémunéré, il faut qu'il soit moins taxé. Parce qu'au fond, l'employeur, lui, il sort, et quand vous sortez les salaires du SMIC, quelqu'un que vous rémunérez à 2 000 € net, le coût, et vous le savez bien pour ceux qui ont des salariés, c'est 4 000, c'est x2. C'est x2. Et donc, quand vous avez une discussion avec un salarié qui vous demande de revoir son bulletin de salaire et dans les entretiens annuels, et qu'on sort le bulletin de salaire et qu'on lui montre, vous savez ce qu'il dit? Il dit, mais moi, j'en ai rien à faire des 2000 que vous donnez à je ne sais pas trop qui. Donnez-les-moi, et moi, je m'arrangerai de ma protection sociale, je m'arrangerai de mon assurance maladie, je m'arrangerai de ma retraite. Ça veut dire que si on ne fait rien, on va aller vers une déstabilisation de la solidarité qu'offre la sécurité sociale depuis 1945. Donc il faut vraiment qu'on s'attaque à ce sujet. Moi, je n'ai pas la réponse. Il me semble comme ça que le travail taxé à 46% et les dividendes à 30%, peut-être qu'on pourrait taxer tout le monde à 36%. La même chose, à voir. Mais nous n'avons pas la compétence. En tout cas, nous, organisation à l'UDP, on n'est pas là pour faire le choix. Le choix appartient aux politiques, appartient à ceux qui ont la responsabilité des équilibres de notre pays. Nous, notre responsabilité, c'est de mettre le doigt là où ça fait mal, pour le compte des entreprises qui ne pourront pas aller beaucoup plus loin en salaire. On raconte des balivernes. Ceux qui pensent que les entreprises vont pouvoir augmenter les salaires au niveau des attentes trompent leurs concitoyens, trompent les Français. Et quand vous trompez les gens, les réveils sont extrêmement difficiles. Donc nous plaidons pour une remise à plat de tout cela, en profondeur, parce que sinon on n'en sortira pas. On sera chaque jour sur ce sujet de rémunération. On a une chance, c'est que l'inflation est en phase d'être maîtrisée. Les coûts de l'énergie vont revenir à un niveau habituel, parce qu'au fond, les entreprises ont fait beaucoup de choses dans les 2 années qui viennent de passer en termes de revalorisation de salaire, mais les salariés ne l'ont pas senti parce que tout ça a été bouffé par une inflation débordante, notamment sur l'énergie, et puis, bien évidemment, à la suite de la guerre en Ukraine, sur un certain nombre de denrées qui ont amené tous les acteurs
dans l'alimentation ou autre, à augmenter leur prix. Donc voilà les préoccupations qui sont les nôtres. Elles sont importantes parce qu'on sait le coût pour le pays, pour les entreprises et les plus petites entreprises des mouvements du gilet jaune. Les mouvements sociaux qui pourraient reprendre certains s'y emploient à vouloir les relancer très vite, ils ont un coût terrible pour la nation, pour nos petites entreprises, que ce soit à Montpellier, vous discutez avec les commerçants du centre-ville de Montpellier, quand pendant des mois il y a des manifestations, les gens ne viennent plus, des manifestations pas toujours pacifiques parce que pour des raisons diverses elles sont souvent violentes. Il faut qu'on évite ça. Et bon, on travaille évidemment beaucoup sur ce sujet. À côté de cela, il y a un autre sujet qui nous concerne, nous aussi, profession libérale, même si nous avons des régimes un peu particuliers, qui est celui de la retraite, et d'une réforme des retraites qui est passée, il faut bien le dire, en force. Mais était-il possible de le faire autrement si on veut faire aboutir cette réforme des retraites, avec un totem qui est celui de 64 ans. Alors, l'UDP a soutenu la réforme des retraites et le passage à 64 ans, avec une condition qui était celle de se préoccuper de savoir si dans les entreprises, on allait faire travailler les gens jusqu'à 64 ans et dans quel état. Parce que si vous êtes carreleur, par exemple, je prends souvent cet exemple parce qu'il parle, être à genoux et faire du carrelage jusqu'à 64 ans, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vont pouvoir le faire. Et on voit bien, dans beaucoup d'entreprises, on a une espèce de vase communicant entre l'assurance maladie, avec une augmentation considérable des arrêts de travail sur les gens qui ont plus de 61, 62 ans, parce qu'ils sont cassés, fatigués. Et donc, je dis ça parce qu'on ne peut pas être favorable à une réforme des retraites à 64 ans si, dans le même temps, on n'a pas une négociation sur l'emploi des seniors dans les entreprises. La conservation des seniors que nous avons, ça veut dire aussi anticiper la façon dont ils vont pouvoir travailler dans les dernières phases de leur vie professionnelle. Et puis aussi, il y a des boîtes qui ferment, et franchement, il faut bien reconnaître, et Christophe le sait puisqu'il a repris mes mandats à France Travail et à l'UNEDIC, quand vous êtes licencié, que vous avez perdu votre emploi et que vous avez 57 ans, c'est pas facile de retrouver un job. Parce que le regard des employeurs, il est un peu inquiet. Il est inquiet parce que, et Philippe m'avait soumis un cas, si vous êtes frappé, si la personne que vous avez recrutée à 57 ans, elle est frappée d'une inaptitude professionnelle, et c'est quelqu'un qui a passé 60 ans depuis quelques années qui vous le dit, les bobos, après 60 ans, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus qu'à 30. Et donc, vous avez plus de chances d'avoir une employée qui va se retrouver en inaptitude professionnelle, et c'est vous qui allez devoir la licencier, et vous tapez toutes les indemnités de licenciement. Donc nous avons plaidé pour qu'il y ait une mutualisation de ces indemnités, pour qu'une entreprise qui recrute quelqu'un qui a plus de 57 ans, elle ait cette couverture en disant si jamais la personne ça va pas, c'est pas sur ma tête que ça va tomber. Donc ça, nous sommes arrivés à passer un accord pour le faire. Voilà, pour revenir sur la position de l'UDP sur la réforme des retraites, nous pensons qu'il faut la faire. Il n'y a pas 50 solutions. Vous savez, tous les gens qui s'intéressent un peu à la retraite, il y a 4 boutons pour régler la machine. Il y a le bouton de la durée de cotisation. Je crois que depuis Touraine, on est arrivé à un moment, compte tenu de l'âge avec lequel les gens rentrent dans la vie active, on va les faire partir bientôt à 75 ans, si on augmente encore la durée de cotisation. Le deuxième bouton, c'est l'âge de départ. Le troisième, c'est le niveau des cotisations. On a déjà évoqué tout à l'heure ensemble le seuil, le niveau de prélèvements sociaux sur les salaires. On ne va pas en rajouter encore une couche en augmentant les cotisations des entreprises, voire même des salariés. Et puis le quatrième, pardon, j'ai perdu mon fil. Et le montant des pensions, pardon. Voilà. Après, on peut raconter ce qu'on veut dans les campagnes électorales, on va chercher chez les riches, on va chercher chez les pauvres, on fait tout ce que vous voulez. En dehors de ces 4 boutons, vous ne réformerez pas, vous n'équilibrerez pas le régime des retraites. Mais utilisez le seul bouton de l'âge de départ repoussé
sans se préoccuper de la façon dont les gens vont pouvoir travailler jusqu'à 64 ans, c'est faire le travail à moitié. C'est ce que nous disons à l'UDP. Et c'est pour ça qu'on était très engagés à la fois sur le CETU, dont on mesure aussi que ça peut interroger. Mais le CETU, vous savez, c'est le compte épargne-temps universel parce qu'il passerait d'une entreprise à l'autre et qui permet à un salarié, dans des moments de sa vie où il est plutôt en forme, de travailler plus et d'utiliser ce capital de plus qu'il a accumulé tout au long de sa carrière, peut-être pour partir un peu avant, en retraite. Peut-être, du coup, il ne partirait pas à 64, tout au long de sa vie, il se serait organisé pour pouvoir partir à 63, pour faire des breaks de formation, de reconversion, enfin, plein de choses. C'est pour ça que nous sommes favorables à tout cela. Je pense que la réforme des retraites, il faut la faire, il faut maintenir 64 ans, mais dans le même temps, et c'est ce que je dis à nos partenaires, Patrick Martin du MEDEF et François Asselin de la CPME, il faut qu'on vraiment le patronat s'implique dans les suites de la réforme des retraites à 60, avec cette mesure de 64 ans qui est devenue totem, et qui pour les syndicats de salariés, si vous ne touchez pas aux 64 ans, on ne discute de rien. Bon, je pense que les choses progressent un petit peu. Retraite, chômage, c'est intrinsèquement lié. Pareil, est-ce que la durée des indemnités, 24 mois, 18 mois, moi j'ai été, tu connais les chiffres aussi bien, même mieux que moi aujourd'hui, quand on a 24 mois d'indemnité, c'est à partir du 22e mois que le retour à l'emploi se fait. Et pas toujours sur un emploi dégradé. Mais je peux comprendre ça. Quand vous avez bossé 35 ans de votre vie et que vous êtes licencié, j'ai cotisé toute ma vie, j'ai le droit à 24, on prend les 24. Mais dans le même temps, on se rend compte que plus on tarde à retourner à l'emploi, moins on y va. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons été favorables à un raccourcissement de la durée pour passer de 24 à 18, mais c'est sur des constats mathématiques, c'est pas sur des idéaux philosophiques. C'est de se dire à la fois, c'est rendre service aux gens. On voit tellement de gens qui, au bout d'un moment, sortent de l'emploi parce que ça fait trop longtemps qu'ils en sont sortis, et il faut que le système soit plus incitatif. Il ne faut pas qu'il soit violent, il faut qu'on accompagne, qu'il y ait des conseillers qui soient empreints d'une humanité forte, mais qui soient capables de dire à quelqu'un « ouais, il est un peu moins bien cet emploi que ce que tu avais imaginé, que ce que tu avais auparavant, mais prends-le. On verra si tu peux grader après sur un autre emploi, parce que si tu ne le prends pas, tu vas rentrer sur un toboggan dont tu ne sortiras peut-être pas. » Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la statistique qui le dit. Il faut qu'on arrive à avoir ces dialogues un peu dépassionnés. La classe politique a été hystérisée, il faut bien le reconnaître, au cours de ces dernières années. Et ça n'est pas sans conséquence sur les rapports sociaux entre les gens. Grâce à Dieu, dans nos petites entreprises, le rapport que nous entretenons avec nos salariés est à des années-lumière de ce qu'on nous explique à la télé entre le patronat et les salariés. On a encore dans nos petites entreprises des capacités de discussion et de compréhension. Moi, j'ai l'ambition de faire en sorte que les rapports entre les organisations syndicales, les organisations patronales, l'État retrouvent un peu une pause de respiration et d'écoute et de compréhension de l'autre, et qu'on s'attaque à essayer de régler et de résoudre les problèmes. Voilà, alors tout ça, il faut qu'il y ait un gouvernement. On nous l'annonce pour la semaine prochaine, mais le Premier ministre nous a rappelé une évidence, c'est qu'une semaine, ça a 7 jours. On ne sait pas à partir de quand il fait démarrer ces 7 jours. Est-ce que c'est lundi? Est-ce que c'est dimanche? Donc, nous attendons un ministre de la Santé, bien évidemment. Ce qui se décide, je n'ai pas beaucoup d'informations. Ce qui se dessine, c'est peut-être que le grand ministère de Mme Vautrin serait cassé en deux, avec un ministre de la Santé, et peut-être Mme Vautrin qui pourrait rester là où elle se trouve au travail. C'est une petite chose qui filtre là. Hier, j'étais à Bercy au départ de Bruno Le Maire. Alors ça, et Bruno Le Maire, c'est fini. Si vous voulez le voir, il faudra aller en Suisse, à Lausanne. Tu dois connaître l'université de Lausanne, où il va enseigner. Voilà. Mais
J'ai une petite intuition que je vais vous faire partager. Bon, j'ai eu un échange avec lui. Et mon intuition, c'est qu'il n'a pas envisagé de rester longtemps. Et que je pense que le retour politique va se faire dans des délais, peut-être pas immédiats, mais début 2025, je pense qu'il va restructurer, il va structurer les choses. Donc on attend, nous, travail, santé, et puis chacun, en fonction de vos professions, vous avez besoin d'avoir des interlocuteurs. Les directions des administrations de chaque ministre pourraient aussi changer de responsable, donc il va falloir reconstruire des liens et tout. En tout cas, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'à travers Christophe et bien sûr l'UNAPL, l'U2P, c'est votre maison, c'est à votre service pour essayer de faire avancer des messages, pour essayer de vous aider dans vos contacts. N'hésitez pas, quoi qu'il vous ayez besoin, l'U2P, c'est vous. C'est 4 organisations, c'est 4 familles, ça représente ces 240 000 adhérents, dont l'UNAPL en apporte, Chirine, aidez-moi dans les chiffres, presque la moitié, hein. Pas tout à fait la moitié, mais presque la moitié, donc pour vous dire le poids et la représentation que vous avez dans cette maison. Elle est fondée, elle est représentative et elle représente, donc elle est fondée à parler au monde de 3 740 000 entreprises, petites entreprises sur le territoire, ce n'est pas rien. Et donc cette force collective, eh bien l'U2P doit la mettre au service individuel de chacune de vos organisations, de vos professions, pour faire progresser ce qui doit l'être. Et souvent, quand on fait des revendications comme ça, on dit « mais c'est de bon sens que vous demandez ». Ben oui, pourquoi on ne le fait pas, puisque c'est en de bon sens. Donc n'hésitez pas à appeler Christophe pour tous les sujets qui sont les vôtres, on est là pour vous aider. Merci à tous. Si vous avez besoin de réponses à des questions, j'ai dépassé ou pas? Ça va. Bon, s'il y a une question, je la prends. Hein. Merci Michel. Oui, une question. Parce qu'ils ont une autre envie de faire un autre métier, d'avoir un sens aussi quelquefois. On voit beaucoup de financiers qui veulent changer et qui veulent avoir un métier plus manuel. On voit beaucoup de choses et on n'en parle jamais de ces possibilités, on ne les encourage pas. Ce n'est pas vraiment visible, ça reste pour les gens qui se sentent impliqués, qui ont envie de le faire, mais au niveau médiatique, au niveau de tout, et surtout au niveau du gouvernement, il n'y a rien. Pour pas dire qu'on n'est pas méprisé d'ailleurs en plus. Bon. Parce que moi... Joker là-dessus. Non mais il y a des choses qui existent. La transition professionnelle, il y a un dispositif qui s'appelle Transpro. Il y a des crédits qui sont affectés, pas utilisés. Pas utilisés. Alors pas connus, mal adaptés. Bon. Parce que il y a des choses, mais elles ne sont pas, en tout cas... Si on rentrait dans un vaste plan de reconversion professionnelle, mais c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure en illustrant avec le carreleur, hein, mais on peut aller sur d'autres métiers, sans vouloir rentrer dans la pénibilité, parce que ça aussi, c'est un sujet dans lequel les partenaires sociaux veulent nous engager, notamment la CFDT, avec Maryse Léon, qui me dit, moi, si on ne parle pas de pénibilité, mais bon, la pénibilité, où est-ce qu'on l'arrête? Et vous avez évoqué ce matin les difficultés des chefs d'entreprise. Elles sont parfois physiques, mais elles sont souvent aussi dans le burn-out, dans la difficulté à continuer. Et ça, au fond, quand vous discutez avec les professions, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui dit « Non, mais moi, ce que je fais, c'est pas pénible. Moi, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Tout le monde a une activité. Demandez à un enseignant si ce qu'il fait, c'est pas pénible. Demandez à un avocat si ce qu'il fait, c'est pas pénible. Tout le monde va dire ça. Donc,
tu as raison, le besoin de reconversion va être très présent, de plus en plus présent, et il le sera d'autant plus qu'on va allonger le départ à la retraite. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, non mais moi j'ai 55 ans, faire 10 ans de plus dans ce métier, mais je n'y arriverai pas. Donc il faut qu'on anticipe ça. Ça va nécessiter des budgets de formation à de nouveaux métiers, mais il faudra qu'on soit prudent aussi, parce que tout ça, c'est des fonds publics, et ces fonds publics, il ne faut pas que ça soit dilapidé en disant, oh, ben, tiens, finalement, j'ai envie de me faire une carrière de cartomancienne, tu vois, bon, ben oui, mais à un moment, il faudra que les fonds publics soient affectés à des reconversions qui aient une véritable efficience. Sinon, ça ne peut pas être open bar. Les budgets publics n'y suffiront pas. Mais c'est un enjeu. Est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que tu peux... Je ne sais pas si on a le temps, mais est-ce qu'on peut parler de représentativité? Ah oui. Ah oui, je n'avais pas parlé. En fait, j'ai pris un engagement avec le MEDEF jusqu'à la fin de la période politique un peu compliquée que l'on traverse, de mettre ce sujet entre parenthèses. Mais là, comme on est entre amis, vous n'irez pas lui répéter, ni pas plus à lui qu'au gouvernement. Non, mais la représentativité patronale, hein, puisque au fond, la représentativité des salariés, si on nous appliquait la même, on serait content. C'est un homme, une voix. Un homme, une voix, ça veut dire que la première organisation patronale de ce pays, ça serait l'UDP. Alors bon. Mais dans un même temps, avec des choses blessantes qui nous sont parfois dites par nos camarades du MEDEF, c'est de dire, non, mais tu ne vas pas me comparer Stellantis et Carlos Tavares avec ton carrossier du coin. Bon. Tavares, il pèse je ne sais plus combien de millions d'emplois, et toi, tu fais 7 emplois. Bon. On n'est pas fermé, nous, à ce qu'il y ait un coefficient modérateur en fonction du nombre de salariés, mais pas tel qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, la mesure de représentativité, c'est coefficient 7 sur le nombre de salariés, coefficient 3 sur le nombre d'entreprises. Donc, moralité, nous nous retrouvons, nous, en ayant le plus grand nombre d'entreprises, le plus grand nombre d'adhérents, on se retrouve avec 5% de représentativité, quand le MEDEF en prend 65, 70, la CPME 25, et nous, les 5 qui restent. Alors, bon, ça a des conséquences tout ça. Hein. Ça a des conséquences parce que dans les réunions, il y a un représentant des petites entreprises et il y en a 5 du MEDEF. Et quand le sujet a été rabâché 5 fois par les gens du MEDEF, toi tu arrives pour défendre les petites entreprises, tes interlocuteurs, ça finit par imprimer le sujet du MEDEF, même si je mesure que beaucoup, avec le peu que nous avons, il y a un talent fou. Pourquoi? Parce que nous on parle avec nos tripes. Vous savez, tous ceux qui siègent dans des caisses, exactement, sont des permanents du MEDEF qui siègent. Nous, c'est des chefs d'entreprise, d'ailleurs, au détriment d'indemnisation qu'ils n'ont pas. À l'UNEDIC, c'est 23 € l'après-midi, tu vois. Et les gens, lorsque c'est un employeur qui est en société, sa société réclame la totalité de son salaire, même s'il est à 6 000 balles par mois. Elle est où la justice avec les indépendants que nous sommes? Donc c'est des sujets sur lesquels on se bagarre. C'est aussi les fonds publics qui sont donnés par l'État, qui suivent le même cheminement. Alors là, on avait un peu discuté, on a obtenu coefficient 5 sur les salariés, coefficient 3 sur le nombre d'entreprises. Voilà, donc on a pris ce taureau à bras liés. J'ai dû voir, je ne sais plus, sur les 500 parlementaires, j'ai dû en voir bon poids 200 depuis le début de l'année. Là, il n'y a pas un parlementaire qui ne m'a pas dit, mais oui, mais ça a du sens ce que vous dites. Ben oui. Bérou, il me dit, mais comment ça n'a pas été fait ça encore? Je dis, non, aidez-nous, aidez-nous. Parce qu'il n'y a personne qui peut trouver ça juste. La ministre du Travail, Mme Vautrin, bon, après, bien évidemment, quand elle appelle le président du MEDEF et qu'elle lui dit, bon, il faudrait que vous regardiez, parce que là, je viens de recevoir l'UDP, elle doit leur dire, ils m'ont pris la tête. Mais franchement, président, il faut que vous bougiez un peu. Moi, elle m'a promis qu'elle allait faire bouger les choses. Alors, si c'est pour passer de coefficient 7 à coefficient 6, le chemin sera encore long. Mais bon,
ça devait bouger. Une loi travail était prévue au mois d'octobre, et dans cette loi travail, il y avait une disposition qui rétablissait un petit peu les sujets. Nous, on a fait 5 propositions qui relèvent de l'ordre du législatif, ou 5 propositions de modification du texte de loi qui fixe la représentativité patronale. On a bon espoir, à part ceux qui sont concernés, MEDEF et CPME, on n'a pas rencontré un groupe politique qui nous ait dit non, mais on n'est pas d'accord, c'est une connerie, votre truc, là, c'est pas possible. Ben, maintenant, il faut un peu de courage politique, et puis après, il y a les enjeux, quelle va être la position du MEDEF, en quoi le gouvernement qui vient aura besoin des grands groupes, et puis à un moment, bon, ok, on va faire ça. Mais avoir l'histoire de la représentativité de l'UDP, laisse tomber, parce que moi, sinon, je ne bouge pas. Il y aura des rapports de force, mais on a, nous aussi, quelques outils dans notre main. Donc, pour te dire que moi, je ne lâche pas. Après, pour ne pas noyer les parlementaires et dans la période que l'on a traversée, on s'est accordé en disant, bon, on fait un break là-dessus, mais on va reprendre. Dès que le gouvernement est nommé, dès qu'on a une ministre du Travail, puisque c'est de sa responsabilité, on va repartir au charbon, je vais repartir au charbon, et toutes nos équipes régionales sont mobilisées là-dessus et font un travail avec les parlementaires locaux. Franchement, on a bien bossé, parce que le truc remonte, et dans tous les groupes de l'Assemblée nationale, les députés de tous les coins, là, tous transpartisans, ils remontent en disant « Ah, ben j'ai rencontré les représentants de l'UDP à Montpellier, j'ai rencontré les représentants de l'UDP à Annecy, ils m'ont fait part de ça, ah ben oui, moi je les ai vus. Non, mais c'est vrai que ce truc-là, il faut le revoir. » J'ai bon espoir qu'on y arrive. Mais ça fait combien d'années, Michel, depuis un certain temps. Voilà, ça sera une belle victoire au service des petites entreprises. Une question très courte. Moi, je suis d'abord séduit par ce que je viens d'entendre. On ne se connaissait pas, mais j'aime beaucoup tout ce qu'on vient de dire. Et j'y adhère, moi, de manière plus théorique, en tant que PMiste. Vous avez beaucoup parlé du MEDEF. Vous avez finalement moins parlé de la CPME. Alors, je suis un économiste qui s'intéresse énormément aux institutions syndicales. C'est très important. Ce que vous faites, c'est hyper important et très structurant pour le pays. Et la place de la PME. Alors, la question que je pose, c'est quelles sont vos relations aussi avec la CPME? Et puis le tour de force qui était, je trouve, très habile et très utile, le rapprochement UPA-UNAPL qui a été opéré. Est-ce qu'on peut imaginer, je mets peut-être un pavé dans la mare, mais un jour, un rapprochement de toute la communauté PMiste, c'est-à-dire CPME et UDP? Non, mais moi, je vais vous répondre cash. Non, mais cash, ce regroupement, il serait indispensable. Mais il ne se fera jamais. Je vais vous dire pourquoi il ne se fera jamais. Parce que les 2 actionnaires majoritaires de la CPME, qui, s'ils se retiraient, il n'y a plus de CPME. Fédération nationale du bâtiment et l'UMM. Et ces 2 sont les piliers du MEDEF, ont besoin de la CPME pour tuer l'UDP d'ailleurs. Ah bah oui, parce que si vous êtes MEDEF, que vous allez voir une petite entreprise en lui disant, tu sais, l'UDP c'est des salauds, tu n'as pas trop d'écoute. En utilisant la CPME, tu pénètres davantage. Et donc voilà, si demain avec la CPME, on devait faire un bout de chemin ensemble, si ce chemin contrevient aux intérêts des grands groupes, la CPME, on va vite lui siffler la fin de la récréation. Mais c'est vrai que sur une grande partie de la typologie de leurs adhérents, ils nous ressemblent. Ouais. Alors, il finit son mandat en fin d'année. Mais voilà, je pense qu'on n'y arrivera pas. Mais et je vois bien dans beaucoup de... Il y a eu un épisode, d'ailleurs dans les 5 dispositions législatives que l'on demande de modifier, qui inverserait complètement le rapport. On propose que l'addition, puisque le MEDEF a un droit d'opposition,
C'est-à-dire que si la CPME et l'UDP s'entendent, parce qu'en disant ça c'est bon pour nos petites entreprises, donc on va le faire, et on signe un accord avec les partenaires sociaux. Le MEDEF s'y oppose, a le droit d'opposition sur tous les accords. Oui. Quand sur l'accord que l'on a passé à Agirc-Arrco, on n'a pas été d'accord avec le MEDEF, la CPME et nous. Ça s'est fait quand même. Pourtant, deux organisations patronales, après je ne vous raconte pas, Asselin il a passé un mauvais quart d'heure. Hein. Mais ces négociateurs, les membres de la CPME, nous on demandait de revaloriser les petites retraites des indépendants, des petits commerçants, des professions libérales, c'est un peu plus différent puisque ça relève de nos caisses personnelles, mais on demandait au même titre que pour les salariés le minimum contributif, ce qu'on a appelé le MICO, que l'Agirc-Arrco l'applique aussi aux petites retraites de nos bons. On était totalement en phase avec la CPME. Le MEDEF s'y est opposé, ça ne s'est pas fait. Alors maintenant, ça se fait parce que le gouvernement s'était irrité, c'était Mme Borne à l'époque, de cette position outrancière du MEDEF. Donc on reprend la discussion sur l'article 9. Quand je dis c'est toujours pas fait, mais on a repris négociation. Donc voilà, pour moi, c'est une antichambre du MEDEF. Aujourd'hui, les choses peuvent changer. Hein, aujourd'hui. Oui. Ouais, je me mets à la place d'Asselin. Lorsque le président de la Fédération nationale du bâtiment lui dit ça, j'en veux pas, tu le fais quand même, on se retire. Bon, et que le président de l'UIMM te dit la même chose, c'est 45% de tes effectifs, de ton budget, de tes structures qui se barrent. Donc, tu ne peux pas. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, ça aurait du sens, mais malheureusement, ça ne le fera pas. Ouais, d'autres questions? Non, ben on va à l'apéro. Hein. Écoutez, merci Michel. Merci à vous. Merci à tous. J'aurais quand même une question. Juste une question de curiosité. Michel Barnier t'a pas appelé? Non. Non, trêve de plaisanterie. On se retrouve à 14h ici pour parler d'intelligence artificielle. Merci à toutes et à tous.